Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le chantier de construction pendant que David Brennan ajustait son casque de sécurité et observait la charpente encore nue de ce qui deviendrait bientôt le nouvel hôtel de luxe de Seattle. À 42 ans, il avait bâti un véritable empire à partir de rien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Parti comme simple ouvrier journalier, il avait gravi les échelons un à un, jusqu'à devenir le magnate de la construction le plus respecté de toute la ville. Ses mains calleuses racontaient mieux que n'importe quel discours l'histoire de chaque clou qu'il avait enfoncé, de chaque poutre qu'il avait soulevée, dans ces premières années où seul le labeur importait. Monsieur Brennan, les investisseurs sont là pour la visite, lança Rico Valdez, son contremaître fidèle, un homme loyal qui était à ses côtés depuis les débuts. David hocha la tête en consultant sa montre. Le temps, c'était de l'argent, surtout dans la construction. Et David respectait les deux avec une dévotion quasi religieuse. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message. C'était de sa femme, Lily. Encore en train de travailler tard ce soir. Ne m'attends pas, bisous. C'était la 3e fois cette semaine. David fronça les sourcils, mais repoussa la pensée. Lily était distante ces derniers temps, c'était vrai. Mais il imputait cela au stress de son agence de marketing. Après 12 ans de mariage, il lui faisait une confiance totale, peut-être même une confiance aveugle. La réunion avec les investisseurs se déroula sans accroc. La réputation de David, livrer les projets dans les temps et en dessous du budget, le précédait partout. En serrant la main de la chef du groupe de développement, Margaret Chin, celle-ci lâcha une remarque qui résonnerait longtemps dans l'esprit de David. « Ma fille travaille chez Pinnacle Marketing », dit-elle d'un ton apparemment détaché. « C'est la même boîte que votre femme, non ?»« Le monde est petit », répondit David avec un sourire. « En effet », confirma-t-elle. Mais il y avait dans sa voix une inflexion étrange, une nuance à peine perceptible, quelque chose d'indéfinissable qui l'agaça. Ce soir-là, David rentra dans leur vaste maison de Bellevue, un véritable palais, reflet flamboyant de sa réussite, avec ses pierres taillées sur mesure et son marbre italien importé. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière venant du bureau personnel de Lily. Il la trouva là, en train de fermer à toute vitesse plusieurs écrans de son ordinateur portable. « Salut, beauté », dit-il en déposant un baiser sur le sommet de ses cheveux auburn. Encore en train de bosser tard. Les yeux verts de Lily brillaient. Non pas d'épuisement comme il l'avait toujours cru, mais il le comprenait maintenant, de culpabilité. « Je termine une proposition de campagne. Tu sais ce que c'est. » David avait bâti son empire en lisant les gens comme on lit les fissures dans une fondation, il savait instinctivement quand quelque chose menaçait de s'écrouler. Mais l'amour, il allait l'apprendre à ses dépens, rend même les esprits les plus aiguisés complètement aveugles. Plus tard cette nuit-là, tandis que Lily dormait paisiblement à ses côtés, David fixait le plafond, le regard perdu dans l'ombre. Il repensait à la fille de Margaret Chin. Quelque chose clochait. La manière dont Margaret avait hésité avant de mentionner Pinnacle Marketing, comme si elle cherchait ses mots avec soin. Mais il chassa cette pensée. La paranoïa était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à seulement 3 pâtés de maison de là, l'amant de Lily, lui aussi, fixait le plafond en train de planifier son prochain mouvement. Chapitre 2, l'autre fondation. Troy Kellerman avait toujours été un homme qui prenait ce qu'il voulait. À 38 ans, avec ses cheveux blonds impeccablement coiffés et ses costumes taillés sur mesure, il évoluait dans la vie comme un loup enveloppé de soie, charmeur, confiant, dangereux. Directeur artistique chez Pinnacle Marketing, il était à la fois le supérieur hiérarchique de Lily, et sa perte. Leur histoire avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'un séminaire d'entreprise le temps d'un week-end. Troy venait de la vieille bourgeoisie de Seattle, celle qui possédait déjà des résidences sur les bords de l'eau lorsque la ville n'était encore qu'un rêve en pleine construction. Son père, Raymond Kellerman, avait fait fortune dans le bois avant de se diversifier dans l'immobilier. Mais Troy avait toujours été le mouton noir de la famille, préférant les conquêtes faciles au labeur, le luxe à l'effort. « Tu joues avec le feu », lui dit son ami et collègue Brett Morrison, un midi au club privé où seuls les puissants s'attablaient. David Brennan n'est pas un homme que tu veux avoir comme ennemi.
3 fit tournoyer son verre de scotch, un sourire amusé aux lèvres. Le manœuvre? Allons, il est trop occupé avec ses petits blocs de construction pour se rendre compte de ce qui se passe sous son propre toit. Brett se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Il avait entendu des histoires sur David Brennan. Pas seulement à propos de son succès fulgurant, mais sur l'homme qu'il était avant de devenir respectable. À l'époque, David avait gagné le respect autrement, dans la dure loi du milieu ouvrier. Je suis sérieux, 3. J'ai entendu des trucs sur Brennan, avant qu'il ne devienne légitime. Il avait des méthodes. Il savait comment régler les problèmes. Et ceux qui le trahissaient. Des histoires, ricana 3. Les riches adorent les histoires sur les pauvres devenus puissants. Ça les fait se sentir exotiques, courageux, presque rebelles d'être en leur compagnie. Ce que 3 ne comprenait pas, c'est que David n'avait jamais cessé d'être dangereux. Il avait simplement appris à canaliser cette dangerosité par des voies légales. Du moins, la plupart du temps. Pendant ce temps, Lily s'enfonçait toujours plus dans la toile de 3. Leur liaison avait débuté doucement. Il avait ce don particulier pour faire croire aux femmes mariées qu'elles étaient spéciales, incomprises, négligées. Qu'elles méritaient mieux. Il savait murmurer les bons mots au bon moment. David? Trop accaparé par son boulot. Trop brute, trop rustre pour une femme aussi fine, aussi distinguée que Lily. La vérité, c'est que Lily ne s'était jamais vraiment sentie à sa place dans l'univers de David. Elle venait d'un autre monde. Des écoles privées, des clubs huppés, un père avocat d'affaires en costume 3 pièces. Quand elle avait rencontré David, 8 ans plus tôt, ce qui l'avait séduite, c'était cette ambition brute, cette énergie viscérale. Et l'intensité avait été enivrante. Mais au fil des années, à mesure que l'empire de David prospérait, elle se sentait de plus en plus comme un simple accessoire de sa réussite et non comme une véritable partenaire. 3. Lui offrait autre chose. Une sophistication rare, une culture raffinée, des conversations tard dans la nuit sur l'art et la littérature. Avec lui, elle se sentait intelligente, d'une façon que David, absorbé par son pragmatisme, n'avait jamais su lui faire ressentir. C'était une séduction autant intellectuelle que physique. Il ne te mérite pas, murmurait 3 lors de leur rencontre à l'hôtel. Une femme comme toi a besoin de quelqu'un qui comprend sa vraie valeur. Lily savait, au fond d'elle-même, qu'elle faisait une erreur. Mais l'attention de 3 était comme une drogue. Elle se répétait que ce n'était que temporaire, juste le temps de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Mais 3, lui, envisageait déjà un avenir plus permanent. Il avait commencé à faire des recherches sur les affaires de David, à chercher les failles. Et ce qu'il découvrit suscita en lui un vif intérêt. L'empire de David, aussi impressionnant soit-il, reposait sur un échafaudage complexe de partenariats, de leviers financiers et de propriétés imbriquées. Une pression bien appliquée, au bon endroit, pouvait tout faire s'effondrer. Et lorsque cela arriverait, 3 seraient là, prêts à offrir à Lily une autre vie. Mais ni 3 ni Lily ne savaient que les liens tissés par David étaient bien plus profonds qu'ils ne l'imaginaient. Dans le secteur du bâtiment, les informations circulent vite. Et la loyauté, la vraie, se gagne à travers l'épreuve et le combat. Et cela, David l'avait gagné, encore et encore. Chapitre 3. La fissure s'élargit. L'incident à l'épicerie eut lieu un jeudi après-midi. David revenait plus tôt que prévu d'une inspection de chantier à Tacoma. En chemin, il s'était arrêté pour acheter des fleurs à Lily, des roses blanches, ses préférées, pour la surprendre à l'approche de leur anniversaire. Il bavardait avec Madame Patterson, la vieille caissière qui les connaissait tous deux depuis des années, quand un mot de trop fut prononcé. « Oh, vous êtes de retour. Votre mari est passé hier, il achetait des fleurs pour... » Le sang de David se glaça. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il. Le visage de Madame Patterson devint livide. Elle venait de comprendre son erreur. « Je suis désolé. Je croyais que le monsieur d'hier. Il a dit qu'il les achetait pour Lily. » Le cerveau de David s'emballa. Hier? Il était à Portland toute la journée, supervisant l'inspection finale d'un centre médical. Il avait des reçus, des témoins, des enregistrements d'hôtel.
À quoi ressemblait cet homme? Grand, blond, très élégant, costume de prix. Il semblait bien vous connaître, tous les deux. David régla ses fleurs, les mains parfaitement stables. Il s'était entraîné à ne jamais montrer de faiblesse, même quand son monde s'écroulait de l'intérieur. Car en lui, les fondations de sa vie se mettaient à trembler comme un immeuble pris dans un séisme. Il rentra chez lui en silence, l'esprit tourmenté par 1000 scénarios. Une part de lui voulait croire à une explication innocente. Mais son instinct, le même qu'il avait maintenu en vie dans ses jeunes années de lutte acharnée, hurlait l'alerte. Il trouva Lily dans son bureau, précipitamment en train de fermer des ordinateurs portables. La dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter. Sa culpabilité se lisait sur son visage comme un graffiti sur un mur immaculé. « Tu travailles tard ?» lança-t-il, comme un test. « Juste la fin d'une proposition de campagne », répondit-elle sans sourciller. David avait bâti toute sa carrière sur deux piliers, les fondations et la confiance. Quand l'un des deux faiblissait, toute la structure s'effondrait. Cette nuit-là, allongé auprès de sa femme endormie, il commença à planifier sa riposte. Le lendemain matin, tandis que Lily était sous la douche, David fit une chose qu'il n'avait jamais osé faire auparavant. Il fouilla dans son téléphone. Ce qu'il trouva confirma ses pires soupçons. Des mois de messages effacés, des trous soigneusement orchestrés dans son agenda. Et le plus accablant, une photo sauvegardée de Troy Kellerman, issue du site de Pinnacle Marketing. David scruta longuement le visage de l'homme qui lui avait volé sa femme. Beau, d'une beauté douce. Le genre d'homme qui n'a jamais travaillé de ses mains. Qui n'a jamais rien gagné à la sueur de son front. Le genre d'homme qui prend ce qui ne lui appartient pas, juste parce qu'il le peut. Mais David avait passé 25 ans à bâtir son empire dans un monde où les forts survivent et les faibles se cherchent des excuses. Il avait tenu tête à des chefs syndicaux, à des politiciens corrompus, à des concurrents qui pensaient que ses origines ouvrières faisaient de lui une proie facile. Ils avaient tous appris la même leçon. David Brennan avait peut-être poli son image, mais il n'avait jamais perdu son tranchant. Ce matin-là, alors que Lily l'embrassait pour lui dire au revoir, promettant de rentrer tôt. David avait déjà 3 coups d'avance. Il passa 2 appels avant même de quitter la maison. Le premier fut pour Amy Chen, la fille de Margaret Chen, qu'il avait rencontrée lors de plusieurs événements d'entreprise. Quelques questions bien posées suffirent pour apprendre que Troy Kellerman avait une réputation chez Pinnacle Marketing. Et que Lily n'était pas sa première conquête mariée. Le second appel fut pour Rico Valdez. « Rico, j'ai besoin que tu montes une équipe. Des gars discrets. Du genre qui pose pas de questions. Je t'expliquerai en face. » Rico travaillait pour David depuis suffisamment longtemps pour reconnaître ce ton-là. Quel niveau de discrétion, patron? Le genre qui garde sa bouche fermée et fait exactement ce qu'on lui dit. Tu peux faire ça? Pour toi, toujours. David raccrocha, et un sourire glacial se dessina sur ses lèvres, un sourire qui aurait glacé le sang de quiconque l'aurait vu. Troy Kellerman et Lily pensaient jouer à un jeu raffiné de tromperie. Mais David, lui, jouait depuis bien longtemps à un jeu bien plus ancien, bien plus dangereux. Un jeu où les enjeux étaient réels. La guerre allait commencer. Et David comptait bien la gagner totalement. Au point que ses ennemis serviraient d'exemple à quiconque oserait le défier à l'avenir. Chapitre 4 Reconnaissance. La transformation de David, au cours des 2 semaines suivantes, fut subtile, mais totale. Pour le monde extérieur, il restait le même homme d'affaires prospère, présent sur les chantiers dès l'aube, au travail jusqu'au crépuscule. Mais en coulisses, il menait un autre type de projet de construction. Il bâtissait une fondation pour sa vengeance. Et sa première étape fut la collecte d'informations. David avait appris depuis longtemps que l'information valait plus que l'or. Et pendant des années, il avait patiemment tissé un vaste réseau de contacts au sein de la communauté des affaires de Seattle. Un simple mot glissé à son comptable, Mitchell Owens, suffit à lever le voile sur la situation financière de Troy Kellerman. Malgré la fortune de sa famille, Troy était profondément endetté, ses goûts dispendieux et ses investissements calamiteux l'avaient poussé bien au-delà de ses moyens. Intéressant comme moment pour voir ses dépenses exploser,
fit remarquer Mitchell en consultant le rapport discret d'enquête financière que David lui avait demandé. Il releva des éléments sans équivoque, un contrat de location pour une voiture de luxe, des additions salées dans des restaurants huppés, des nuits d'hôtel aux Four Seasons. Soit il a eu une grosse augmentation, soit il essaie d'impressionner quelqu'un. La mâchoire de David se contracta. Ses frais d'hôtel correspondaient étrangement aux fameuses « soirées tardives au bureau » de Lily. Mais sa deuxième source d'information allait s'avérer encore plus précieuse. Carmen Rodriguez, une femme solide et digne de confiance, dirigeait la sécurité de la moitié des immeubles de bureaux du centre-ville de Seattle. Sa société avait justement le contrat du bâtiment abritant les bureaux de Pinnacle Marketing. « Je ne peux pas te donner les images, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, assise dans son bureau, mais je peux te dire que ta femme a été vue avec 3 Kellerman dans son bureau, après les heures de travail. 3, parfois 4 fois par semaine. Toujours quand l'immeuble est quasiment vide. » David glissa une enveloppe sur le bureau. Carmen l'avait aidé à maintes reprises à résoudre des problèmes de sécurité sur ses chantiers de construction, et sa loyauté ne faisait aucun doute. « Je te remercie pour ta discrétion, dit-il calmement. « Sérieusement, David, fit-elle en baissant la voix, peu importe ce que tu prépares, sois prudent. Le père de Kellerman a des relations partout en ville. L'argent ancien, ça va toujours de pair avec des amis très bien placés. »« Je suis toujours prudent, » répondit David. Mais son sourire disait tout le contraire. La troisième phase de sa mission de reconnaissance allait être bien plus personnelle. David s'était mis à suivre Lily et Troy. Il étudiait leurs habitudes, leurs trajets, leurs vulnérabilités. Et c'est ainsi qu'il découvrit que Troy avait un point faible, les parties de poker à enjeu très élevés, organisées dans une arrière-salle d'un restaurant chic nommé Meridian. Mais, plus important encore, il apprit que Troy était déjà endetté auprès de gens très dangereux. Le jeu était dirigé par Danny Torino. Si le restaurant était légal, ses activités parallèles, elles, l'étaient nettement moins. David et Danny s'étaient croisés des années plus tôt, à l'époque où David lançait son entreprise et où il avait parfois besoin de services peu conventionnels pour la maintenir à flot. « David Brennan », s'exclama Danny avec un large sourire en le voyant entrer un soir chez Meridian. « J'ai entendu dire que tu étais devenu complètement respectable. »« À peu près », répondit David en s'asseyant à sa table privée. « J'ai besoin d'un service. Pour le bon vieux temps. Aux conditions habituelles ?» Le sourire de Danny s'élargit encore. Dans leur monde, les services se monnayaient comme de la monnaie d'échange. Et David avait toujours payé rubis sur l'ongle. « Que veux-tu savoir ? 3 Kellerman joue dans tes parties. Je veux savoir exactement combien il doit. Et à qui ? C'est une information confidentielle, David. » David posa une mallette sur la table. « Considère cela comme des honoraires de consultation. » Danny l'ouvrit, inspecta son contenu et hocha la tête. « Kellerman nous doit 60 000 $. Il couvre le minimum chaque mois, mais il marche sur une corde raide. »« Pourquoi cette question ?» demanda-t-il ensuite. « Parce que je vais rendre sa vie très, très chère, » répondit David. « Et quand ce moment viendra, il aura un besoin urgent de liquidité. Peux-tu t'arranger pour qu'il s'enfonce encore davantage, au lieu de remonter ? Pour une juste compensation, je peux m'assurer qu'il ait accès à du crédit, à des taux d'intérêt bien salés. Le genre de dette qui explose en un clin d'œil. Parfait. Et Danny, quand le moment sera venu, je rachèterai sa dette. » Danny se pencha en arrière, visiblement impressionné. « Tu t'es vraiment embourgeoisé. Dans le temps, tu lui aurais simplement cassé les jambes. »« J'ai vieilli, » répondit David. « Je préfère briser les esprits, désormais. » En quittant le Meridian, David ressentit cette montée d'adrénaline familière, le frisson d'un plan qui commence à prendre forme. Mais ce n'était que le début. Ruiner Troy financièrement serait savoureux, certes, mais loin d'être suffisant. David voulait la victoire totale. Celle qui laisserait à la fois Troy et Lily brisés, sans rien d'autre que des regrets à contempler. Il lui restait une dernière visite à faire ce soir-là. Amisha, la fille de Margaret, avait accepté de le retrouver pour un café. Elle suivait de près et avec un profond dégoût ce qui se passait chez Pinnacle Marketing.
3 est un prédateur, dit-elle sans détour. Ta femme n'est pas sa première cible, et elle ne sera pas la dernière, à moins que quelqu'un l'arrête. Raconte-moi les autres. Le regard d'Amy s'assombrit. Jennifer Walsh. Chargée de compte. Mariée, 2 enfants. 3 l'a séduite, convaincue de quitter son mari, puis l'a larguée quand il s'est lassé. Elle a fait une dépression nerveuse et a perdu la garde de ses enfants. Les mains de David se crispèrent autour de sa tasse. D'autres. Susan Grant, du bureau de Portland. Même scénario. 3 suit toujours le même schéma, il vise des femmes mariées qui se sentent négligées. Il les fait se sentir spéciales, puis il disparaît dès que la nouveauté s'estompe. Il sème le chaos et ne paie jamais le prix. Cette fois, il paiera, dit David d'une voix basse. Amy le scruta intensément. Qu'est-ce que tu prépares? La justice, répondit-il. Celle qui dure. Chapitre 5, Poser le piège. Le génie du plan de David résidait dans sa simplicité. Plutôt que d'attaquer 3 de front, il allait créer une série de pressions apparemment indépendantes, mais toutes calculées pour pousser son ennemi à faire des choix de plus en plus désespérés. C'était comme une démolition contrôlée, exercer une pression ciblée sur les points structurels, et laisser l'édifice s'effondrer. Et tout l'immeuble s'effondrerait exactement là où il l'avait prévu. La phase 1 commença avec la dette de poker de 3. À la demande expresse de David, Danny Torino se mit à accorder à 3 des crédits supplémentaires, tout en augmentant subtilement la pression pour obtenir le remboursement. En 2 semaines à peine, la dette de 3 avait explosé, dépassant les $100 000. Je ne comprends pas, se plaignit 3 à Brett Morrison pendant un déjeuner. Il continue à m'offrir davantage de crédits, mais les conditions deviennent de plus en plus intenables. Brett, qui avait discrètement entamé sa propre enquête sur David Brennan, ressentit un frisson d'intuition glaciale. 3. Tu dois arrêter de jouer. Immédiatement. Quelque chose cloche. Mais 3 était déjà trop profondément enfoncé. La dette l'écrasait, et sa seule échappatoire, croyait-il, était de gagner gros lors d'une ultime partie, une victoire miraculeuse qui effacerait tout. C'était la classique erreur du joueur, ce biais psychologique qui pousse à croire que la prochaine main sera la bonne. Et David comptait précisément là-dessus. La phase 2 visait la carrière professionnelle de 3. David avait découvert que Pinnacle Marketing était en lice pour décrocher un énorme contrat municipal, le genre de marché capable de redéfinir le destin d'une entreprise tout entière. Grâce à ses connexions dans les cercles municipaux, il apprit avec précision les spécifications exigées par la ville, et il s'attela aussitôt à les influencer, de manière subtile, pour qu'elles correspondent parfaitement au profil de sa propre entreprise de marketing fraîchement créée pour l'occasion. Cette nouvelle société, baptisée Northwest Communication, portait officiellement le nom de Tony Brennan, son cousin, un ancien officier de l'armée ayant une réelle expérience dans le marketing. Mais en réalité, c'est David qui tirait les ficelles dans l'ombre. Il s'appuyait sur ses réseaux dans le secteur du BTP pour monter une proposition si minutieusement élaborée que Pinnacle ne pourrait tout simplement pas rivaliser. La ville veut une agence ayant de l'expérience dans le marketing d'infrastructure, expliqua David à Tony. Ils veulent des gens qui comprennent le secteur de la construction de fond en comble, ce que Pinnacle n'a pas. Exactement, acquiesça Tony. Et quand ils perdront ce contrat, il y aura un grand ménage dans cette boîte, en commençant par leur directeur créatif surpayé. La phase 3 devenait plus intime. Plus personnelle. David avait méthodiquement documenté la liaison entre Lily et 3. Des photos d'eux entrant dans des hôtels. Des notes de restaurants payées avec la carte de crédit de 3. Même des enregistrements audio provenant d'un dispositif espion dissimulé dans la voiture de Lily. Mais au lieu de les confronter brutalement, il choisit une approche plus psychologique. Il commença à semer subtilement des indices laissant penser qu'il devenait soupçonneux. Il posa à Lily plus de questions sur son travail. Se montra soudainement intéressé par ses projets, ses collègues. Il mentionna, en passant, avoir croisé Margaret Chin, et évoqua sa fille Amy, qui travaillait justement chez Pinnacle. Il rentrait parfois à la maison à des heures inattendues, toujours muni d'une excuse anodine. La pression mentale devint insupportable. Lily sombra peu à peu dans la paranoïa,
persuadé que David était à 2 doigts de découvrir sa trahison. « Il sait quelque chose », murmura-t-elle à Troy lors d'un de leurs rendez-vous à l'hôtel. « La façon dont il me regarde, les questions qu'il pose. » David n'est pas idiot, Troy. Il faut qu'on décide ce qu'on fait. Troy, déjà à bout à cause de ses dettes écrasantes et du climat tendu au travail, commit alors l'erreur fatale que David attendait, il commença à perdre sa lucidité. Désespéré de garder Lily calme et convaincu qu'il était sincère dans leur avenir commun, il se mit à lui faire des promesses intenables. « Quand on décrochera le contrat municipal, je serai promu associé, ment-il. À ce moment-là, on pourra rendre notre relation publique. On pourrait même déménager à San Francisco. Repartir de zéro. » Mais ce que Troy ignorait, c'est que le contrat municipal était déjà perdu. L'offre déposée par David était si précisément adaptée aux exigences de la ville que celle de Pinnacle paraissait presque amateur à côté. Lorsque les résultats furent annoncés, la position de Troy au sein de l'entreprise devint immédiatement précaire. La 4e phase fut la plus impitoyable. David entreprit de démolir systématiquement toutes les autres relations de Troy. En utilisant son vaste réseau dans l'industrie de la construction, il fit circuler des rumeurs savamment dosées à propos des dettes de jeu de Troy et de sa vie personnelle chaotique. La communauté d'affaires de Seattle était bien plus restreinte qu'on ne l'imaginait. Et dans un tel milieu, la réputation faisait tout. En moins d'un mois, Troy fut subtilement exclu des événements sociaux importants. Ses partenaires commerciaux devinrent distants. Même sa propre famille commença à lui poser des questions embarrassantes sur sa situation financière et son mode de vie. Raymond Kellerman m'a appelé aujourd'hui, confia Margaret Chin à David au détour d'une réunion d'urbanisme. Il paraît que son fils a quelques soucis. Je suis désolé d'apprendre cela, répondit David avec un calme parfait. Margaret le fixa longuement. Elle vivait à Seattle depuis assez longtemps pour savoir reconnaître quand quelque chose se tramait dans les coulisses. David. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais toujours ce que je fais, répondit-il. C'est pour ça que je réussis. Mais le coup le plus dévastateur restait encore à venir. David avait gardé sa meilleure arme pour la fin, la vérité. La vérité sur le schéma toxique de Troy, cette habitude de séduire, briser et détruire des couples. Grâce à Amisha, David avait pu entrer en contact avec Jennifer Walsh et Susan Grant, toutes deux prêtes à raconter leurs histoires. Mais plus important encore, il avait découvert que Troy avait déjà jeté son dévolu sur une nouvelle victime, Rebecca Torres, une jeune responsable de compte chez Pinnacle, récemment mariée à son amour de jeunesse. Le comportement prédateur de Troy s'intensifiait. Et David possédait désormais tous les éléments pour le faire tomber. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à l'activer, au moment exact, pour un effet de destruction maximale. David avait appris la patience sur les chantiers, on ne précipitait jamais la pose d'une fondation. Et on ne précipitait pas la justice non plus. Mais le moment venu, les deux seraient assez solides pour bâtir dessus, pour le reste de sa vie. Chapitre 6, la pression monte. À la fin de la 3e semaine, Troy Kellerman commençait enfin à entrevoir que sa vie partait en lambeaux. Mais il était encore incapable d'identifier l'architecte de sa chute. Ses dettes de jeu atteignaient un niveau critique. Les hommes de Danny Torino devenaient de moins en moins subtils dans leurs exigences de remboursement. La perte du contrat municipal avait déclenché une révision générale chez Pinnacle Marketing. Le département de Troy était menacé de restructuration. « Nous perdons nos clients les uns après les autres », déclara Victoria Marsh, la PDG de Pinnacle, lors d'une réunion de crise. Ce contrat municipal devait être notre pilier pour les 5 années à venir. Sans lui, nous faisons face à des coupes budgétaires sévères. Troy sentit les murs se refermer sur lui. Et plus encore que cela, son budget de dépenses allait être drastiquement réduit, précisément au moment où il avait désespérément besoin d'argent. Il avait déjà atteint la limite de ses cartes de crédit en tentant de couvrir les paiements minimaux pour financer l'opération de Danny. Pendant ce temps, Lily devenait de plus en plus instable. La guerre psychologique orchestrée par David fonctionnait à merveille. Chaque remarque apparemment innocente de son mari lui paraissait comme une accusation déguisée, chaque question banale résonnait en elle comme un interrogatoire déguisé.
Il m'a posé des questions sur mon ordinateur portable hier soir, confia-t-elle à 3 lors de l'une de leurs réunions devenues de plus en plus tendues. Il voulait savoir pourquoi je travaillais autant depuis la maison. 3. Je n'en peux plus. 3. Tenta de projeter une assurance qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. Donne-moi encore quelques semaines, je t'en supplie. Je travaille sur quelque chose qui réglera tous nos problèmes. Mais ce sur quoi 3 travaillait réellement n'avait rien d'un plan de sauvetage vertueux. C'était un projet désespéré, risqué, presque suicidaire. Il tentait de voler les clients de Pinacle avant que les licenciements n'aient lieu. En secret, il avait rencontré plusieurs comptes majeurs, les convainquant un par un de le suivre dans une nouvelle agence boutique qu'il prévoyait de créer. Ce qu'il faisait violait clairement sa clause de non-concurrence et suffisait à justifier un licenciement immédiat. Mais la peur, l'urgence et la pression le rendaient imprudent. Et David, qui surveillait toutes les communications de 3 grâce à l'accès privilégié d'Amitchin aux systèmes internes de l'entreprise, se délectait de cette tournure. 3 s'apprêtait, sans même le savoir, à lui remettre l'arme parfaite pour détruire entièrement sa carrière. Mais pour David, cela ne suffisait pas. Il ne se contentait pas de ruiner un homme financièrement et professionnellement. Il voulait l'anéantir mentalement, le réduire en miettes de l'intérieur. Alors il orchestra soigneusement une nouvelle phase de son plan, faire découvrir à Lily quelque chose qui pulvériserait toutes les illusions qu'elle avait encore sur 3. Il fit appel à l'équipe de Rico pour semer des preuves des autres liaisons de 3 dans des endroits stratégiques, où Lily ne manquerait pas de tomber dessus. Un reçu pour un bijou qu'elle n'avait jamais reçu, pourtant acheté 3 mois plus tôt avec la carte de crédit de 3. Une confirmation de réservation pour un week-end romantique dans un luxueux hôtel de la Napa Valley, pour les mêmes dates où 3 lui avait juré être au chevet de sa mère malade. Mais la révélation la plus dévastatrice arriva de manière presque accidentelle. Amitchin, dans un geste soi-disant innocent, transféra à Lily une chaîne de mecs qui discutaient des efforts de séduction de 3 envers Rebecca Torres. Les messages, soigneusement édités pour ne garder que les phrases les plus compromettantes, dépeignaient 3 comme un véritable prédateur en série, un homme cynique qui collectionnait les femmes mariées comme d'autres collectionnent les trophées. Tu savais qu'il y a un pari au bureau pour savoir combien de temps il met à se lasser de chacune, avait écrit Amy, comme si elle partageait un potin léger entre copines. Jennifer Walsh a tenu 8 mois. Susan Grant, 10. Le mariage de Rebecca ne date que de 6 mois, c'est donc son nouveau défi. Lily lut les emails dans sa voiture, garée juste en face du siège de Pinacle. Ses mains tremblaient. De rage. D'humiliation. De chagrin. Tout ce qu'elle avait risqué. Tout ce qu'elle avait sacrifié. Tout cela pour un homme qui ne la voyait que comme une simple étape dans un jeu cruel, un jeu dont elle ignorait même qu'elle faisait partie. Ce soir-là, elle entra dans le bureau de 3 après les heures de travail. Son regard était dur. Elle tenait des feuilles imprimées dans la main. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle en jetant les copies sur son bureau. Le visage de 3 devint livide en reconnaissant le contenu des pages. « Lily, tu dois comprendre. »« Je comprends parfaitement, » répondit-elle d'une voix glaciale. « Je ne suis qu'un nom de plus sur ton tableau de chasse. » Une autre femme au foyer trop stupide pour comprendre dans quoi elle mettait les pieds. « Ce n'est pas vrai » protesta 3, mais sans la moindre conviction. Le stress de ses problèmes croissants l'avait rendu négligent, même dans ses autres liaisons. Et il ne pouvait nier l'évidence. Les preuves étaient là. Claires. Irréfutables. C'est fini, dit Lily. Tout est fini. Je vais tout dire à David. 3 sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il paniqua. Tu ne peux pas. Tu vas nous détruire tous les deux. David prendra tout dans le divorce. Ta maison, ta sécurité, tout ce que vous avez construit ensemble. Je n'ai rien construit, répondit-elle avec amertume. J'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. J'ai joué dans un jeu qui n'était pas le mien. Au moins, David, lui, il est honnête sur ce qu'il est. Lily partit sans se retourner. Et 3 resta seul, dans son bureau silencieux, réalisant enfin l'ampleur de sa chute. Il allait tout perdre, son emploi, sa sécurité financière, peut-être même sa vie, s'il ne parvenait pas à rembourser ses dettes de jeu.
Et la seule chose qui avait encore du sens pour lui, son lien avec Lily, venait de s'envoler en fumée. Alors, dans un élan de panique absolue, Troy prit la pire décision de sa vie, aller voir David en personne. D'homme à homme. Tenter de négocier un accord. Il se disait qu'en confessant l'affaire, en acceptant l'entière responsabilité, David comprendrait peut-être. En tant qu'homme d'affaires, il verrait cela comme une erreur humaine. Quelque chose qui pouvait être réglé entre adultes. C'était exactement ce que David attendait. L'appel arriva un vendredi soir. David était dans son bureau à domicile, en train d'examiner les plans d'un nouveau projet, quand son téléphone sonna. « Monsieur Brennan, c'est Troy Kellerman. Je pense que nous devons parler. » Le sourire de David aurait pu fendre le verre. « Je pense que tu as raison. Mon bureau. Demain matin, à 9 h, viens seul. » En raccrochant, David ressentit la satisfaction d'un maître artisan contemplant l'œuvre achevée. La phase de démolition était terminée. Demain commencerait la construction de sa vengeance finale. Chapitre 7. L'affrontement. Le bureau de David occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville de Seattle. Il offrait une vue panoramique sur la baie d'Elliott, au loin, sur les montagnes olympiques. L'espace reflétait son propriétaire, massif, intransigeant, bâti pour durer. Les murs en pierre naturelle affichaient des trophées et des récompenses. Et des photos retraçant l'ascension de David, de simple ouvrier à titan de l'industrie. Derrière son bureau trônait un casque de chantier encadré, le même qu'il avait porté sur son tout premier chantier, 25 ans auparavant. Troy arriva pile à 9 h, ponctuel comme toujours, mais ce jour-là, sa confiance habituelle avait disparu. Ses yeux cernés et creux trahissaient la détresse d'un homme qui n'avait plus d'issue. Il avait pris soin de s'habiller avec son costume le plus cher, comme si une armure pouvait le protéger de ce qui allait suivre. David ne se leva pas à son entrée. Il se contenta de désigner du doigt la chaise en face de son immense bureau en chêne massif, une pièce taillée dans du bois récupéré lors de l'un de ses tout premiers projets de rénovation. « Assieds-toi, » dit David calmement. Troy obéit, tentant de projeter un calme qu'il était loin de ressentir. Vu de près, David Brennan était encore plus intimidant que ne le laissait entendre sa réputation. Il émanait de lui une tension contenue, presque animale, comme celle d'un prédateur immobile, évaluant s'il valait la peine de poursuivre sa proie. « Je suppose que tu sais pourquoi je suis là, » commença Troy. « Éclaire-moi, » répondit David. Troy déglutit avec difficulté. « Il y a eu une situation entre ta femme et moi. Je tenais à t'en parler directement. » D'homme à homme. David s'adossa dans son fauteuil, observant Troy avec la même concentration qu'un ingénieur détectant une fissure dans une fondation. Une situation. Voilà une façon intéressante de qualifier 6 mois d'adultère. La précision de l'information frappa Troy comme un coup de poing. Tu sais depuis combien de temps? Depuis plus longtemps que tu ne l'imagines. La vraie question, c'est, qu'espérais-tu accomplir en venant ici? Troy avait répété cette conversation à l'avance. Mais le calme glacial de David le déstabilisait. Il s'attendait à de la colère, de la violence, ou au moins à des cris. Ce silence implacable était bien pire. « Je voulais m'excuser, » dit Troy. « Et parler de la manière dont nous pourrions résoudre cela avec un minimum de dégâts pour tout le monde. » Le rire de David sonna comme du verre brisé. « Un minimum de dégâts? Répète-moi ça, Troy. Quel genre de dégâts crois-tu avoir causé? Je sais que j'ai blessé Lily et toi. J'en assume l'entière responsabilité. » Vraiment? David se leva lentement, s'approcha de la fenêtre donnant sur le chantier, là où tout avait commencé. « Tu veux que je te parle de vrais dégâts, Troy? Les vrais? » Il se retourna pour le fixer droit dans les yeux. « Des dégâts, c'est découvrir que ta femme te ment depuis des mois. C'est apprendre qu'un homme à qui tu n'as jamais rien fait a détruit ton mariage pour se divertir. C'est réaliser que tout le monde autour de toi savait, sauf toi. » Troy se tortilla sur sa chaise. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Non, je suppose que non. Les types comme toi ne pensent jamais aux conséquences. Tu prends ce que tu veux, et tu laisses quelqu'un d'autre nettoyer derrière toi. David retourna à son bureau et ouvrit un épais dossier.
Mais voilà ce que je trouve intéressant. 3. Ce n'est pas la première fois que tu causes ce genre de dégâts, n'est-ce pas? Le visage de 3 devint livide tandis que David commençait à lire. Jennifer Walsh. Elle a divorcé, perdu la garde de ses enfants, fait une dépression. Aujourd'hui, elle est en thérapie, serveuse pour payer ses frais juridiques. David leva les yeux vers lui. Ça aussi, c'était ton œuvre, non? C'était différent, murmura 3. Susan Grant. Tu as détruit son mariage. Convaincue de quitter son travail, elle a tout quitté pour te suivre à Seattle. Tu l'as abandonnée dès que tu t'es lassé. Elle a tenté de se suicider l'an dernier. La voix de David ne monta jamais. Il n'exprima aucune émotion. Différent, en quoi? 3 resta muet. Et maintenant, Rebecca Torres. 24 ans. Mariée depuis 8 mois. Et déjà, tu rôdes autour d'elle comme un vautour. David referma le dossier avec soin. Alors redis-moi, 3, à propos des dégâts minimaux. Le silence s'étira entre eux, tendu comme un fil de rasoir. Finalement, 3 retrouva sa voix. Qu'est-ce que tu veux? David sourit. Et 3 comprit soudain pourquoi les gens intelligents avaient peur de cet homme. Je veux la justice, 3. Le genre de justice, qui dure. David ouvrit un deuxième dossier, encore plus épais. Parlons un peu de ta situation actuelle. Tes dettes de jeu, 137 000 $, dues à l'organisation de Danny Torino. Ton poste chez Pinnacle Marketing, sur le point d'être supprimé, suite au contrat municipal que ma société leur a ravi, incidemment. Tes cartes de crédit, tout au plafond. Tes prêts personnels, en défaut. Et le fonds fiduciaire de ton père? Je l'ai. En cours d'enquête pour tentative de vol de clients à Pinnacle. 3 perdit enfin son sang-froid. Comment tu sais tout ça? David resta impassible. Parce que je l'ai orchestré, répondit-il avec le ton détaché de quelqu'un qui parle du temps qu'il fait. Chaque dette. Chaque échec professionnel. Chaque porte qui s'est refermée sur toi ce dernier mois. C'était moi. La vérité s'abattit sur 3 comme un coup de masse. Tu m'as piégé. Non, je t'ai donné des opportunités. Des occasions de révéler qui tu es vraiment. Toutes les décisions destructrices, c'est toi qui les as prises. David se pencha en avant. Mais nous n'en avons pas encore terminé. Il alluma l'écran de son ordinateur. Une vidéo apparut. 3 vies, en direct, les hommes de Danny Torino qui attendaient dans le hall de l'immeuble. Ils sont là pour récupérer leur dû, expliqua David. Danny m'a vendu tes reconnaissances de dette ce matin. 137 000 $, plus les intérêts, et les frais de recouvrement. Le total s'élève à 200 000 $. Tout rond. Les mains de 3 tremblaient. Je n'ai pas cette somme. Je sais, répondit David. Ce qui nous amène à notre négociation. Il se leva, fit le tour de son bureau pour venir se planter au-dessus de 3. Je suis prêt à effacer ta dette. Complètement. En échange d'un tout petit service. Quel service? David retourna à son bureau et il appuya sur un bouton de son interphone. Faites-la monter. 2 minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit, et Lily entra. Son visage était ravagé de larmes, mais elle affichait une détermination farouche. Elle regarda 3 avec un mélange de dégoût et de pitié, puis s'approcha calmement du bureau de David et s'installa à ses côtés. Ta femme a quelque chose à te dire, annonça David à 3 d'une voix glaciale. La voix de Lily, bien que brisée par les pleurs, restait étonnamment ferme. J'ai tout dit à David. Tout. À propos de nous. De tes mensonges. Des autres femmes. De tout. 3 regarda tour à tour David et Lily, l'incompréhension remplaçant peu à peu la peur sur son visage. Je ne comprends pas. Le sourire de David se dessina, tranchant comme une lame. Ma femme est venue me voir il y a 3 jours pour me confesser sa liaison. Elle m'a parlé de ton mode opératoire, détruire des mariages, accumuler les dettes, et maintenant, voler les clients de Pinnacle.
Elle a accepté de témoigner de tout cela, en échange de mon pardon. Le coup de poignard de la trahison frappa Troy plus fort que n'importe quelle attaque physique. Lily, comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi? Dire la vérité? Refuser de te laisser briser une autre famille, répondit-elle, la voix de plus en plus assurée. J'ai été ta victime, Troy. Mais je ne serai jamais ta complice. David observait silencieusement le visage de Troy se transformer, colère, trahison, désespoir. C'était l'instant qu'il attendait depuis si longtemps, la destruction psychologique totale de son ennemi. Voici ton choix, dit David d'une voix basse mais implacable. Tu peux sortir d'ici et affronter les hommes de Danny qui t'attendent dans le hall, ou bien tu signes ces papiers. Il posa sur le bureau un dossier juridique épais. Il s'agit d'une confession complète. Tes liaisons. Ton comportement prédateur. Tes tentatives de voler nos clients. Tu y consens également à quitter définitivement Seattle, et à ne jamais reprendre contact avec aucune de tes victimes. 3. Fixer les papiers. Et si je signe, ma dette disparaît? Tu recevras une lettre de recommandation, suffisamment flatteuse pour te permettre de trouver du travail dans une autre ville. Et tu pourras repartir de zéro, ailleurs. C'est du chantage. Non. C'est la justice. Celle qui permet aux victimes de tourner la page. Et t'empêche d'en créer de nouvelles. 3. Regarda Lily une dernière fois. Il ne vit dans ses yeux que du mépris. La femme qui, autrefois, buvait ses paroles comme un élixir sacré, le regardait désormais comme on regarde un insecte rampant sous une pierre. Les mains tremblantes, Troy signa les papiers. Parfait, dit David en ramassant le dossier. Mon équipe de sécurité va t'escorter jusqu'à l'aéroport. Ton vol pour Phoenix décolle dans 3 heures. Ne le rate pas. Alors que les gardes l'emmenaient, Troy se retourna une ultime fois, le regard noir. Ce n'est pas terminé, Brennan. Le sourire de David était plus froid qu'un hiver à Seattle. Si. C'est terminé. Chapitre 8, Reconstruction. Les mois qui suivirent l'exil de Troy défilèrent comme les mouvements d'une symphonie parfaitement orchestrée, chaque note s'insérant dans la vision ultime de David, la justice, pleine et entière. Lily était revenue dans leur mariage. Mais ce retour ne s'était fait que sur les fondations entièrement redessinées par David. Je te suis reconnaissante de m'avoir pardonné, dit Lily un matin, alors qu'ils prenaient le café dans leur cuisine fraîchement rénovée. David avait fait refaire la pièce de fond en comble dès le départ de Troy, éliminant toute trace matérielle des souvenirs de sa trahison. Je ne t'ai pas pardonné, répondit David calmement, les yeux rivés sur ses rapports de chantier. J'ai accepté ta reddition. La nuance ne lui échappa pas. Lily comprit qu'à présent, sa vie se déroulait dans un cadre strictement défini, un cadre bâti par David avec la même rigueur qu'il mettait dans ses projets immobiliers. Elle avait gardé son poste chez Pinnacle Marketing, désormais sous une nouvelle direction après la démission de Victoria Marsh. Mais chacun de ces échanges était surveillé, son emploi du temps scruté, ses fréquentations approuvées. Ce n'était pas une prison au sens propre, c'était plus subtil. Plus durable. Une reconstruction totale de l'équilibre des pouvoirs. Elle conservait une forme d'autonomie, mais toujours dans les limites fixées par David. Comme un sous-traitant travaillant sous la supervision étroite de son maître d'œuvre. Rebecca Torres a appelé hier, dit Lily avec prudence. Elle voulait encore nous remercier pour l'avertissement à propos de Troy. David releva les yeux. La confession de Troy avait discrètement circulé chez Pinnacle, révélant son comportement prédateur à ceux qui devaient le savoir. Rebecca, reconnaissante, avait évité le pire à temps. Et son mariage, demanda David. Plus solide que jamais, dit-elle. Elle dit que traverser une menace ensemble, ça renforce les liens. David hocha la tête. Rebecca Torres était l'unique femme qu'il avait sauvée sans avoir à se venger. Son bonheur validait sa stratégie. La justice, pensait David, ne devait pas seulement punir, elle devait aussi protéger. Sur le plan professionnel, l'après-Troy fut encore plus gratifiant. Pinnacle Marketing fut entièrement restructuré. Amy Chin fut promue directrice artistique. De nouvelles politiques strictes sur les relations et la conduite professionnelle furent mises en place.
Les anciennes victimes de Troie reçurent des compensations discrètes via un fonds spécial que David avait créé. Jennifer Walsh était retournée à l'université pour passer un MBA. Susan Grant s'était installée à Portland, reconstruisant sa carrière. Toutes deux avaient bénéficié d'un financement anonyme pour leur thérapie et leur reconversion, la manière de David de s'assurer que les dégâts de Troie étaient réparés en profondeur, pas juste reconnus. Mais le joyau de ce projet de reconstruction, c'était Troie lui-même. David avait gardé un œil attentif sur son ancien ennemi, surveillant ses faits et gestes à travers un réseau de contacts étendu à plusieurs États. Troie était bien arrivé à Phoenix. Mais son « nouveau départ » s'était avéré beaucoup plus difficile que prévu. La lettre de recommandation que David lui avait remise était, techniquement, correcte, mais sournoisement nocive. Elle louait sa créativité tout en pointant ses jugements douteux. Elle saluait ses aptitudes sociales, tout en émettant des réserves sur son professionnalisme. Le genre de lettre qui permettait d'obtenir des entretiens, mais jamais d'embauche. Et surtout, David s'était assuré que la réputation de Troie le précède partout où il allait. Le monde des affaires de Seattle était étroitement connecté aux grandes métropoles, et la rumeur de ses déboires s'était propagée dans les réseaux comme des fissures dans du béton mal mélangé. Sir Rico Valdez apparut sur le seuil de la cuisine. « Désolé d'interrompre, mais vous m'avez demandé un rapport sur la situation à Phoenix. » David fit un signe à Lily. Elle comprit que c'était son signal pour partir. Elle l'embrassa sur la joue et sortit, reprenant la routine de leur vie rigoureusement planifiée. « Alors ?» demanda David dès qu'ils furent seuls. « Kellerman vient d'être refusé pour un 4e poste en 3 mois, rapporta Rico. Ses économies sont presque épuisées. Il vit dans un studio délabré, dans un quartier difficile. Il pose des questions sur des cercles de jeu. » David esquissa un sourire sans joie. Certains hommes n'apprenaient jamais. Et sa famille? Son père l'a totalement rayé de sa vie après le scandale Pinacle. Sa mère ne lui répond plus. Son frère a changé de numéro. L'isolement de Troie était si total qu'on aurait pu le qualifier d'œuvre d'art. David avait passé des mois à refermer chaque porte, à brûler chaque pont, à sceller chaque issue. Troie Kellerman découvrait, lentement mais sûrement, ce que cela faisait, d'être vraiment seul au monde. Des signes qu'il tente de contacter ses anciennes victimes? Aucun. Les ordonnances restrictives qu'on les a aidés à obtenir sont toujours en vigueur. Et sa confession rend tout contact illégal selon l'accord signé. David hocha la tête, satisfait. Le cadre juridique qu'il avait bâti autour de la punition de Troie était aussi solide que les fondations de ses immeubles. Pas d'appel. Pas de seconde chance. Pas de récit de rédemption. Troie porterait les conséquences de ses actes pour le restant de ses jours. Continue de surveiller. S'il tente quoi que ce soit contre qui que ce soit, je veux le savoir immédiatement. Bien compris, patron. Quand Rico partit, David se posta devant la fenêtre de sa cuisine, contemplant la ville qu'il avait contribué à bâtir. Le ciel de Seattle était orné de ses créations, hôtels, immeubles de bureaux, tours résidentielles accueillant des milliers de familles. Chaque structure avait été conçue pour durer. Pour résister à tout. Et la nature pouvait bien s'appliquer ici, son mariage était en train d'être reconstruit de la même manière. Lily avait prouvé qu'elle pouvait être digne de confiance dans les limites clairement définies. Et David, lui, était parfaitement satisfait de maintenir ces limites pour toujours. Il avait compris une chose, l'amour comptait moins que la loyauté. La passion, elle, avait bien moins de valeur que la prévisibilité. Certains hommes auraient vu dans cette victoire une coquille vide, un mariage maintenu non par la confiance, mais par la surveillance et le contrôle. Mais David n'avait jamais été intéressé par les définitions du succès établies par d'autres hommes. Il avait bâti son empire en se concentrant sur les résultats, non sur les méthodes, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Troie Kellerman était détruit. Les femmes qu'il avait brisées étaient en train de guérir. Lily était rentrée à la maison, docile, obéissante. Et le monde des affaires, dans son ensemble, avait bien compris ce qu'il en coûtait de s'opposer à David Brennan. Il réfléchit un instant. C'était, se dit-il, l'un de ses plus beaux projets de construction. Et comme toutes ses plus grandes œuvres, celui-ci aussi était conçu pour durer. Chapitre 9,
fondation pour l'avenir. 2 ans plus tard, David se tenait exactement au même endroit où cette histoire avait commencé, face à un chantier. Mais cette fois, c'était différent. L'hôtel de luxe, lui, était terminé, rayonnant de succès. Le nouveau projet, lui, était d'un tout autre genre. Plus personnel. Il s'agissait d'un centre d'aide aux femmes en crise. Financé par un don anonyme, mais construit sous la supervision directe de David. L'ironie de la chose ne lui échappait pas, un bâtiment destiné à aider des femmes à fuir des relations destructrices, bâti par un homme qui avait reconstruit son propre mariage sur une base de reddition contrôlée. Mais David ne s'était jamais soucié des ironies. Il traitait avec les réalités. Et la réalité, c'était que ce centre allait aider des gens. Peu importaient ses motivations profondes. La cérémonie d'inauguration est prévue pour le mois prochain, lui annonça Amy Chin en feuilletant les derniers rapports d'inspection. Amy était devenue l'une de ses alliées les plus fidèles dans le monde des affaires. Son poste chez Pinnacle lui donnait accès à des réseaux d'information d'une valeur inestimable pour les projets de David. « Des nouvelles de notre ami à Phoenix ?» demanda-t-il d'un ton détaché. L'expression d'Amy s'assombrit. Il a tenté de postuler dans une agence marketing à Seattle la semaine dernière. Ils ont contacté Pinnacle pour une référence, et je me suis assuré qu'ils comprennent bien son historique professionnel, répondit-elle calmement. David hocha la tête, satisfait. L'exil de Troy était devenu permanent. Non pas imposé par la loi, mais par un réseau de relations professionnelles assez solide pour faire en sorte que sa réputation le précède, où qu'il aille. C'était une forme de justice plus élégante que les châtiments physiques. Et surtout, bien plus durable. Cet après-midi-là, une visite inattendue eut lieu. Lily se présenta sur le chantier, ce qu'elle ne faisait que rarement, sauf lorsqu'elle y était expressément invitée. Elle tenait une grande enveloppe manie entre ses mains, son visage affichant une neutralité étudiée. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix douce. David fit un signe de la main à son contremaître pour qu'il s'éloigne, puis suivit Lily jusqu'à sa caravane de chantier. Elle posa l'enveloppe sur son bureau, ses mains tremblantes. « Des papiers de divorce ?» demanda David, d'un ton parfaitement neutre. « Non », répondit Lily. « Des résultats médicaux. » David ouvrit l'enveloppe, parcourut les documents. Son visage ne laissa rien paraître, mais un changement subtil traversa son regard. « Depuis combien de temps tu sais ? » « 3 semaines. Je voulais être sûr avant de te le dire. » Les rapports confirmaient ce que Lily soupçonnait. Elle était enceinte. Après 12 années de mariage. Après des mois d'une réconciliation rigoureusement surveillée. Ils allaient avoir un enfant. David posa les papiers, puis fixa longuement le visage de sa femme. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « Je veux le garder », répondit Lily immédiatement. « Je sais que notre situation est compliquée, mais ce bébé pourrait être une vraie chance de repartir à zéro. » Un long silence s'installa. David pesait les conséquences. Calculait les trajectoires possibles. Un enfant changerait tout, la dynamique de leur couple, la structure de ce mariage reconstruit, et même les fondations sur lesquelles sa vengeance avait été édifiée. Cet enfant, dit-il enfin, sera élevé dans une honnêteté totale. Pas de mensonge. Pas de dissimulation. Pas d'agenda caché. Il ou elle saura exactement qui sont ses parents, et ce qu'ils ont traversé. Lily hocha la tête, les larmes commençant à lui monter aux yeux. « Je comprends. Et tu signeras un nouvel accord post-nuptial. Un document qui garantira la sécurité de notre enfant, quoi qu'il advienne entre nous. » Bien sûr. David se leva, s'approcha de la fenêtre de la caravane et regarda dehors, vers le centre d'aide qui prenait forme sous le ciel gris de Seattle. Il pensait aux fondations, encore une fois. Pas seulement celles en béton. Et l'acier qui soutenait les bâtiments, mais plus profondément encore, les structures qui soutenaient des vies. Son téléphone vibra, un message de Rico Phoenix. Mise à jour, Kellerman arrêté pour fraude bancaire. Minimum 18 mois. David effaça le message sans répondre. La chute de Troy Kellerman suivait sa trajectoire prévisible, inéluctable. Pourtant, David ne ressentait plus aucune satisfaction à observer la destruction de son ennemi.
La victoire était totale, la justice accomplie. Il était temps de se concentrer sur la construction plutôt que sur la démolition. Il faudra réaménager la maison, dit David en se tournant vers Lily. Une vraie chambre d'enfant, des modifications de sécurité, tout le projet. Nous ferons ce que tu juges le mieux, répondit Lily. David observa son visage. Il ne voyait plus la femme passionnée qu'il avait épousée, ni l'étrangère trompeuse qu'elle était devenue. Il y voyait autre chose, une co-constructrice d'un projet à long terme. Leur mariage ne serait plus jamais ce qu'il avait été avant que trois Kellerman ne s'immiscent dans leur vie. Mais il pouvait devenir autre chose, quelque chose bâti sur la compréhension mutuelle plutôt que sur une illusion romantique. L'enfant sera pour trois, déclara soudain David. Quand elle sera assez grande pour comprendre, elle connaîtra toute l'histoire, ce que tu as fait, ce que j'ai fait, comment nous avons géré tout ça. Elle apprendra que les actes ont des conséquences, et que certains dommages peuvent être réparés, si on est prêt à faire le travail. Lily hocha à nouveau la tête, comprenant que c'était la manière de David de pardonner, non pas l'absolution, mais l'inclusion dans un avenir commun. Au cours des mois suivants, David se jeta corps et âme dans les rénovations avec la même intensité qu'il avait autrefois consacrée à la vengeance. La chambre d'enfant devint un chef-d'œuvre de sécurité et de confort, avec des boiseries sur mesure rivalisant avec ses projets commerciaux les plus ambitieux. Il installa des systèmes de sécurité capables de surveiller la respiration de l'enfant, des contrôles de température pour maintenir un environnement parfait, et des dispositifs de communication pour que chaque pleur soit entendue. Quand leur fille naquit, ils l'appelèrent Emma, en hommage à la grand-mère de David. Elle entra dans un monde préparé pour elle avec une précision mathématique, chaque éventualité avait été envisagée, chaque risque minimisé, chaque besoin anticipé. Mais surtout, elle entra dans un monde où la vérité valait plus que le confort, où la loyauté se gagnait par la constance plutôt que par la contrainte, et où les fondations les plus solides ne se bâtissaient pas seulement sur l'amour, mais sur le respect mutuel et la compréhension partagée de ce qui peut être perdu quand la confiance est brisée. David tint sa fille pour la première fois dans le même hôpital où il avait été soigné des années auparavant après un accident de chantier. Ses mains, marquées par des décennies de travail, la bercèrent avec une douceur infinie. Elle grandirait en sachant que son père était un homme qui terminait ce qu'il commençait, qui honorait ses engagements, et qui n'oubliait jamais ceux qu'il avait trahis. Mais elle saurait aussi qu'il était capable de bâtir de belles choses à partir des ruines de la destruction, y compris peut-être surtout une famille capable de survivre aux pires tempêtes et d'en sortir plus forte qu'avant. Alors que la silhouette scintillante de Seattle s'étendait au-delà de la fenêtre de l'hôpital, David Brennan tenait son avenir dans ses bras et commençait à planifier le chantier le plus important de sa vie, élever une fille qui ne douterait jamais de sa valeur, n'accepterait jamais la trahison comme inévitable, et n'oublierait jamais que les fondations les plus solides sont bâties pour durer à jamais. L'architecte de la justice était devenu architecte de l'espoir, et son œuvre la plus grande ne faisait que commencer. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran, et à bientôt. It was Philip, dude. It was freaking the unnamed, bro. Oh. Sag, man. Sag. I won the bet, lol. Oh, the bet's not even over. Hold on, I gotta... Oh, man. Alright, well, we got time to start another run. Definitely not to finish one. Frick, dude. Frick. Yeah. That was an immaculate fling. I mean, that just sent me directly into the lava. I maybe could have boat clutched on a ledge, or maybe could have pearled out, but even then, I think that was GG from the second you press enter.
Man, that's tough. Dylan, we got song requests on. Dino, we also got song requests on. Exclamation point SR. And then the title and artist. So yeah. Fractal, it turns out you don't have to do the YouTube link. You can just do a search. You can just do the name of the song. Man, okay, alright. We're gonna need just a few minutes to reset everything. That was a good world too. We were kind of on a tear. You already queued one? Oh, excellent. Oh, my blur's not on. What the F? There we go. Guys, I got a stream deck. I still have to program a shit ton more, but I can do this. Okay, sorry. I'm then getting distracted. I'm locking in. How's everybody doing tonight? Thank you guys for stopping on by. Appreciate each and every one of you. I'm having a good time. Are you guys having a good time? I got home today, I unboxed my stream deck, and I immediately got to work. Still got a lot to do, but this stream deck is the first step towards the DJ stream. I know I've been talking about it forever. It is coming. When you did that, my dad walked in, stared at me, and then left. It's Mad CM. Thank you for the follow, my guy. Appreciate you. Welcome in, welcome in. Having a great time after he kills me, dude. Alrighty. Alrighty. Create new world. Here we go. Hardcore 29. Is 29 the run, chat? Oh, let's get that going. That's why it's so great. No more killing you.